Bonsoir à tous. À la une de l'actualité de ce mercredi 10 décembre, nous vous l'annoncions hier, le groupe pharmaceutique Pierre Fabre prévoit la suppression de plus de 500 postes et une réorganisation de sa branche pharmaceutique. Retour sur ce dossier dans cette édition. Le travail du dimanche est l'un des volets du projet de la loi Macron. Le texte fait réagir à Toulouse. Enfin, l'ambassadeur chef de la mission Palestine en France était à Toulouse aujourd'hui. Objectif, renforcer les liens économiques entre la région et la Palestine. Mais tout d'abord, la livraison du premier A350 à Qatar Airways vient d'être retardée. Cette livraison devait intervenir samedi. Elle a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. On ne connaît pas encore le motif de ce report, mais on évoque des problèmes de finition. Cet A350 était censé entrer en activité mi-janvier sur la ligne quotidienne Doha-Francfort. Le cours de l'action Airbus s'est effondré dans l'après-midi. Le groupe pharmaceutique Pierre Fabre vient d'annoncer un vaste plan social. L'entreprise devrait se séparer de 550 personnes d'ici à 2016. Une soixantaine de postes sont concernés à Toulouse, 200 dans la région. Retour sur le plan Trajectoire 2018 avec Marie Larpan. Trajectoire 2018, c'est avant tout un rééquilibrage économique entre les deux branches du groupe Pierre Fabre, la branche pharmaceutique et la branche dermocosmétique. Selon la direction, la pharmacie est aujourd'hui fragilisée par une activité de recherche et développement insuffisamment productive et une perte d'activité en France. Seraient également concernés les visiteurs médicaux du réseau commercial. Malgré l'annonce d'une suppression de plus de 550 postes, le groupe assure qu'il souhaite maintenir ses effectifs de recherche et développement en Midi-Pyrénées et à Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie. Du côté des syndicats, on a décidé de ne pas communiquer pour le moment. Les différentes organisations syndicales veulent se laisser un peu de temps avant de réagir. L'Union départementale Force ouvrière du Tarn s'est néanmoins exprimée par écrit. Hubert Haït Larbi, le secrétaire général, dénonce la désindustrialisation qui frappe son département. Il en appelle à l'intervention des pouvoirs publics afin de stopper la casse industrielle et préserver les emplois. Quant à l'UNSA, elle se mobilise fortement et accuse la direction d'évoluer dans un état d'esprit totalement opposé à celui de son fondateur Pierre Fabre, décédé en 2013. Le projet de loi Macron a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Le texte prévoit notamment de passer de 5 à 12 le nombre d'ouvertures dominicales sur autorisation du maire. Reste à présent à déterminer les compensations pour les salariés. Les différentes branches auront normalement 3 ans pour négocier des accords. La CGT s'inquiète des conséquences de cette loi pour les petits commerçants. Julie Girier-Dufournier et Gilles Vidotto. Travailler le dimanche est l'une des mesures proposées dans le projet de loi d'Emmanuel Macron. Il prévoit l'ouverture des magasins non alimentaires jusqu'à 12 dimanches par an. Le projet de loi ne tient compte qu'on veut répondre à quelques hypermarchés qui, pour X raisons, veulent avoir une liberté d'ouvrir, parce que ce sera sur demande du maire. Donc il va falloir faire des pressions sur les maires. Ça va mettre en difficulté des maires. Et c'est juste pour leur permettre de glaner à un moment donné un peu plus de chiffre d'affaires, parce que tout le monde sait qu'ils commencent à être en difficulté avec Internet. Même si le projet a pour but de décupler l'activité économique, il peut surtout être un problème pour les petits commerçants et leurs employés. Personne, aucun économiste digne de ce nom ne peut prétendre qu'on va créer des emplois avec ça. C'est impossible. Par contre, on sait que ça en détruira, ça c'est sûr, dans le petit commerce. On ne va pas consommer et chez le petit commerçant et sur l'hypermarché. Ça, c'est pas possible. La banalisation du travail le dimanche pourrait amener à la disparition du volontariat, point largement avancé par le ministre, et remettrait ainsi en question les conditions des salariés. C'est bien de remettre en cause la semaine de travail et d'obliger les salariés à travailler à tout moment. Et certainement, au fur et à mesure que les choses vont se mettre en place, sans majoration. Parce que c'est quand même l'objectif. Les patrons ne veulent pas payer plus cher le dimanche que les autres jours, s'ils considèrent que c'est un jour banalisé. Enfin, pour les syndicalistes, la perte peu à peu du repos dominical serait préjudiciable pour les employés et leurs familles. De son côté, le président de l'association des commerçants 31 n'a pas donné suite à nos appels. Le Toulousain Jean Tirole a reçu cet après-midi son prix Nobel d'économie à Stockholm des mains du roi de Suède. Le président de la Toulouse School of Economics est récompensé par l'institution suite à ses travaux sur la régulation dans une économie libéralisée.
Suite aux manifestations violentes les samedis de novembre, Jean-Luc Moudenc et Alain Di Crescenzo ont demandé au ministre de l'Intérieur un dispositif particulier pour permettre le remboursement des dégâts et des préjudices subis par les commerçants. Pour les biens publics abîmés, l'État dispose d'une responsabilité en cas d'émeute. En revanche, rien n'est prévu, en effet, concernant le manque à gagner des commerçants ayant dû baisser leur rideau plusieurs samedis de suite. L'ambassadeur-chef de la mission Palestine en France était à Toulouse aujourd'hui. Il s'est rendu à l'ADEC afin de parler économie avec des chefs d'entreprise. Il souhaite développer les échanges commerciaux entre la région et la Palestine. Marlène Canal, Alain Sorat. C'est tout à fait convaincu que la Palestine représente un potentiel gigantesque pour le monde que l'ambassadeur a abordé ces rencontres. Une opération séduction sous-tendue par l'histoire, une histoire compliquée qui forge des caractères d'entrepreneurs. Différents secteurs intéressent ce pays en pleine construction économique. L'énergie renouvelable, il y a les questions de l'eau usée, il y a les questions de l'agriculture, des petites et moyennes industries. Maintenant, on est rentré dans une phase de la reconstruction de la bande de Gaza qui était complètement détruite après l'agression israélienne. Alors, la technologie et les groupes français sont connus par leur technologie, par leur dynamique, par leurs experts. On a besoin de cette expertise. La première association économique franco-palestinienne vient d'être créée dans la région Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, plusieurs chefs d'entreprise étaient présents, comme ici, ces deux jeunes créateurs d'une entreprise de jeux de société. Donc on vient prendre la température en vue d'une potentialité de s'implanter dans ces pays-là et de créer une économie autour du jeu de société qui n'existe pas. Tout le monde joue, comme partout, mais c'est un marché qui là-bas ne prend pas. Il n'y a pas de commerce qui vend du jeu de société, il n'y a pas de maisons d'édition qui sont implantées là-bas. Même pour faire fabriquer les jeux, il n'y a rien qui est fait en fait dans ces pays. On fait tout soit en Chine, soit en Europe, même en France. Mais dans ces pays-là, il n'y a rien et ça pourrait être une économie à développer avec des marchés intéressants, j'espère pour nous. Le 2 décembre, l'Assemblée nationale a adopté la résolution socialiste sur la reconnaissance de l'État palestinien. Demain, c'est le Sénat qui doit se prononcer. J'espère que la résolution passera parce que ça dépasse le symbolisme d'une telle résolution. C'est une accumulation des étapes vers la paix. Et à mon avis, c'est un message de paix de la part de la France vers les pays de la région. Et moi, je considère un pays comme la France, un grand pays comme la France, le locomotive politique de l'Europe et le locomotive de paix dans notre région. Aujourd'hui, c'est l'Irlande qui débattait d'une motion sur la Palestine. Peu à peu, c'est toute l'Europe qui va être amenée à se poser la question. Il a neigé ce week-end sur les Pyrénées et plusieurs stations ouvriront samedi. C'est le cas de Luchon-Super-Bagnères. Les thermes et la station cherchent à attirer plus de Toulousains. Une campagne de publicité est d'ailleurs actuellement visible dans le métro. D'importants investissements et aménagements sont en cours à Super-Bagnères. Marlène Canal. Avec un télésiège en 2015, une télécabine en 2016, le développement du thermoludisme et encore bien d'autres projets, le tout pour 40 millions d'euros. Luchon se lance dans une grande phase d'investissement et de développement. En attendant tout ça, cette année apporte aussi son lot de nouveautés, à commencer par Luchon-Super-Bagnères qui s'est doté d'un border cross. C'est tout simplement des mouvements de terrain qui sont préformés avec des petites bosses, des petits virages relevés, etc. Mais très ludiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des grosses bosses snowpark où on va monter à des 7-8 mètres de haut en faisant des sauts périlleux, etc. Ce qui convient parfaitement à la clientèle familiale de la station. Station qui lance d'ailleurs une opération séduction en direction des jeunes et des jeunes toulousains. C'est vrai que c'est une clientèle qui est intéressante pour nous, notamment en semaine. Puisque donc eux peuvent être disponibles et c'est vrai que c'est un atout intéressant pour la station de Luchon-Super-Bagnères. On incite aussi au covoiturage, donc dans la logique du développement durable, etc. Donc 4 étudiants qui viennent donc sur Luchon vont avoir un forfait à 18 € la journée par personne. Quand nous sommes sur un prix journée adulte public à 31,50 €, vous voyez que l'offre est quand même assez intéressante pour l'étudiant. Mais à Luchon, il ne s'agit pas que de glisse. Les thermes, de leur côté, se développent dans le domaine de la rhumatologie. Il y a eu des échanges réguliers avec les cadres santé de l'Oncopole de Toulouse qui nous ont permis d'adapter notre cure rhumatologie à des personnes qui sont soit en rémission, soit guéries du cancer, mais qui ont encore des douleurs, et ça c'est un grand classique après malheureusement cette maladie, et notamment après les soins qui sont relativement agressifs, et ce qui permet donc d'être une transition
intéressante sur le plan médical entre l'arrêt des soins et le retour à la maison. Sur le plan des transports, c'est plus compliqué. Si le trajet en voiture à partir de Toulouse dure 1h30, la liaison ferroviaire en revanche est en danger. Le lien Montrégeau-Luchon est remis en question. Bon, venir en avion et se poser à Blagnac, après c'est un petit peu compliqué pour trouver la liaison pour Luchon. Et puis il y a le problème de la ligne de chemin de fer, donc avec l'annonce de la suspension de la ligne, qui est peut-être un handicap pour nous, mais pour laquelle donc, on espère dans le futur qu'elle sera rétablie. Moi, à ce sujet-là, je reste malgré tout optimiste. Slogan de cette saison 2014, Pyrénées-vous, la reconquête du public toulousain, un temps perdu faute de communication est relancé. On lui doit le concept du feuilleton à la télé, c'est une légende du petit écran. Marcel Bloual était hier à la Cinémathèque et à Ombre Blanche. Ce grand réalisateur a notamment connu un immense succès à la fin des années 60 en tournant Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Jean-Marc Lucas a eu la chance de le rencontrer. Vous n'imaginez pas ce qu'en France, une série dans les années 60 une série réussie, pouvait avoir de succès. C'était fou. Je veux dire, c'était un succès qui comprenait l'approbation des intellectuels de gauche. Mais ça avait eu tellement de succès qu'on est passé de ces 26 minutes en noir et blanc, et où Vidocq était un bagnard évadé, à des heures, comme on dit, des 52 minutes, en couleur, où Vidocq était devenu chef de la sûreté. Et il s'est trouvé que Bernard Noël a eu un cancer du pancréas, et il a fallu, alors que les décors étaient déjà en construction, changer d'acteur. Et comme Claude Brasseur était un acteur qui avait beaucoup travaillé avec moi avant, dans Don Juan et dans des Marivaux que j'avais fait, je lui ai dit, mais dans la journée, écoute, tu me sauves la mise, tu me le fais. Et il m'a dit, fais-moi lire. Et ça l'a vampé, les textes de Neveu étaient tellement drôles et tellement, enfin en même temps subtils, cavalcadant, c'était Scaramouche d'un seul coup, et qu'il a accepté. Il y avait une nouvelle ennemie qui était la baronne de Saint-Gély. C'est là que j'ai rencontré celle qui jouait la baronne de Saint-Gély et qui est devenue ma femme et qui est Danielle Lebrun. On a pris un gros risque en changeant d'acteur parce que Bernard Noël était célèbre. Et ben ça a marché. C'est une facette peu connue de Calamity Jane que l'on peut découvrir jusqu'au 13 décembre au Théâtre du Pavé. La célèbre hors-la-loi a en effet écrit de nombreuses lettres pleines de tendresse à sa fille, Jean McCormick. La comédienne Corinne Mariotto lit une partie de ses textes sur scène, accompagnée au dobro, à la guitare et à l'harmonica par notre confrère Greg Lamazère. C'est ainsi que se termine ce journal. Prochaine édition demain à 19h en compagnie de Marie Larpan. Excellente soirée à tous.